s'appelait Philippe de Hautecloque. Il était militaire. C'est un des rares hommes militaires qui rejoignent de Gaulle, qui ait fait l'école de guerre, qui sont en plus majors de l'école de guerre. Donc c'est un point qui va compter énormément dans le choix que de Gaulle va faire. Et puis je crois que c'est très bien de penser à tous ceux à qui on doit notre liberté aujourd'hui. Et on n'a pas retenu la leçon de cette guerre-là, puisque après on a dit c'est la dernière fois que ça arrive. Et non, ça n'arrive pas la dernière fois, ça arrive encore et toujours. On a été libéré à 8h du matin. Il a pris un casse-croûte à la ferme Vac. Il n'avait pas de plan de Strasbourg et c'est M. Archer-Vac, que j'ai encore connu, qui lui a fourni le plan pour l'attaque de Strasbourg. Mesdames et messieurs, nous sommes réunis aujourd'hui pour célébrer le 80e anniversaire de la libération de Wieversheim qui a eu lieu le jeudi 23 novembre 1944 entre 8 et 9 heures du matin. Nous nous trouvons en ce moment sur la place autour de laquelle le général Leclerc de Hautecloque a passé la matinée du 23 novembre 1944. Alors qu'il avait reçu le message codé, tissu et dans l'iode, qui voulait dire « La colonne rouvillois entrait dans Strasbourg », le général entra, lui, à pied dans Wieversheim, par la rue où nous sommes passés. Muni de sa canne légendaire, il était accompagné d'une cinquantaine de soldats, officiers et hommes du rang, parmi lesquels des Alsaciens. Nous sommes les Leclerc, le général est avec nous. Regardez, il est là, il arrive. Nos parents, amis et riverains de cette rue, étaient un peu surpris car les Allemands n'étaient partis que la veille au soir. Pendant ce temps, une colonne de blindés et d'autres véhicules appartenant à la colonne Cantarelle passait déjà par la route de Saverne en direction d'Offenheim pour aller vers Strasbourg. Le général Leclerc, très proche de ses hommes, l'est devenu également en quelques instants avec les villageois. Les témoignages de nos anciens que nos enfants vont lire durant cette cérémonie l'attestent. C'est ainsi qu'il se fit photographier avec quelques habitants à l'issue de la réunion de son état-major qui s'est déroulée dans la salle de classe située à quelques mètres d'ici. Il était alors détendu et serein car il se doutait qu'en cette journée allait s'accomplir le serment de Koufra, juré de ne déposer les armes que le jour où nos belles couleurs flotteront sur la cathédrale de Strasbourg. Libération, un mot d'espérance. Mais libération de quoi? Quelle est la situation en Alsace en cette fin novembre 1944? Cela fait 4 ans et demi que notre région est annexée au Troisième Reich. 4 ans et demi de germanisation et de nazification. Les jeunes gens et les jeunes filles sont recrutés dans le Reichsarbeitsdienst, service du travail du Reich. Et depuis le 25 août 1942, l'incorporation de force des jeunes Alsaciens et Mosellans dans la Wehrmacht et la Waffen-SS. 4 ans et demi de répression, d'arrestation et de déportation au camp de Schirmeck et du Struthof. Après la libération de Paris, le 25 août, le général Leclerc, à la tête de la 2e DB, a franchi les Vosges avec pour but l'Alsace, Strasbourg et sa cathédrale.
Les villages du Korsberg se trouvent sur cet itinéraire. Les soldats alsaciens, membres de la 2e DB, et les FFI locaux le renseignent sur la topographie des lieux et les positions de défense allemandes. Ce 23 novembre 1944, la colonne Cantarell libère Wiversheim et le général Leclerc vient en personne. Les habitants l'ont accueilli. Ils lui ont ouvert leur maison et leur cœur. Vive l'Alsace, vive la France et vive la paix. Les enfants, il faut toujours qu'un drapeau français bleu soit au-dessus et que jamais ça ne touche pas. Voilà. Alors, je m'appelle Ghislaine Le Barbanchon. Je suis maire d'un tout petit village, 211 habitants, tout là-haut dans le bras de la France, dans la presqu'île du Cotentin, le département de la Manche, où a eu lieu le débarquement en 1944 sur les plages de Normandie. Donc, mon village a été libéré le 6 juin 1944 par les Américains. Puis le 4 juillet, c'est le 8e corps d'armée qui est arrivé sur ma plage. Mais la chose dont nous sommes très fiers, comme vous, c'est qu'à Saint-Martin a débarqué le général Leclerc et ses 16 000 soldats. Sur notre plage, il y a encore le ponton de débarquement. La terre tremblait tellement il y avait de blindés. Donc sur cette première borne, on retrouve, comme sur celle de la Voie de la Liberté, les 48 étoiles. Donc à l'avant, vous avez le flambeau de la Liberté. Sur le côté, la borne du serment de Coufra. De l'autre côté est inscrit le nom de mon petit village, Saint-Martin-de-Varville, où ils sont arrivés. Et la commune qu'ils ont traversée, la vôtre, Wiversheim. À l'arrière, sur cette borne, vous avez la carte de France avec la croix de Lorraine qui est l'insigne de la 2e DB. Chers habitants de Wiversheim, en tant que vice-président de l'association de la Maison de la 2e DB, Fondation Maréchal Leclerc, et petit-fils du général Leclerc, je mesure l'honneur d'être parmi vous. Leur sacrifice a servi la paix, puisque depuis 80 ans, nous n'avons pas connu de conflit sur notre sol. Il est donc important de faire comprendre aux plus jeunes que la paix reste fragile et de leur inculquer l'esprit de défense. Si vis pacem, para bellum, si tu veux la paix, prépare la guerre. Mais j'aimerais aussi revenir sur l'esprit de Leclerc. Je cite le général de Gaulle. L'épopée de Leclerc, c'est pour toujours une des plus belles pages de notre histoire. Leclerc et ses hommes ne faisaient qu'un et n'avaient qu'un seul but, la libération de la France. Et c'est ainsi qu'ils ont montré en libérant Alençon, Paris, Baccarat, Saverne, Wiversheim, et dans la réalisation du serment de Coufra, en hissant notre drapeau sur la cathédrale de Strasbourg. Puisse l'esprit de Leclerc continuer à se répandre. Enfants de France, rêvez tous d'être des Leclerc, a dit de Gaulle à sa mort. Mesdames et messieurs, en nombre grade et qualité, mesdames et messieurs, chers enfants, chers transmetteurs de Leclerc. Je tenais à remercier Monsieur le maire d'avoir accepté de mettre en lumière sur cette place les soldats de l'ombre, les soldats des ondes. Je parle des transmetteurs de Leclerc, de la compagnie mixte de transmission 97-84, formée par les détachements des télégraphistes coloniaux du capitaine Sermolas, ayant effectué les campagnes de Fezzan, de Tripolitaine, de Tunisie, et qui, renforcés en 1943 par la compagnie mixte du Maroc, ont pris part à la campagne de Normandie, de Paris, des Vosges, de Lorraine, d'Alsace et d'Allemagne. Je cite, « Sans les transmissions, plus de commandement. Et lorsque la division manœuvre dans une course folle, qu'elle bouscule l'adversaire,
la radio est le seul moyen qu'est le général de freiner ou d'accélérer les chars, de modifier leur mission ou de changer leur itinéraire. L'homme des transmissions, qu'il soit de l'arme proprement dite ou du corps de troupe, sait bien que tout repose sur lui. Jour et nuit à l'écouteur, construisant ou réparant des kilomètres de lignes. La deuxième compagnie de commandement et de transmission blindée dit Kirchgarten, que j'ai l'honneur de commander, est la digne héritière de cette compagnie, et ces jeunes soldats sont les transmetteurs de Leclerc d'aujourd'hui, dont certains viennent seulement de s'engager ou d'autres de terminer leur formation de chef d'équipe. Ils ont choisi de s'engager dans une unité avec un passé prestigieux et un esprit audacieux. Au moment où les frontières de l'Europe sont de nouveau menacées, au moment où tout peut basculer, il est important de trouver le courage et l'abnégation dans les exploits de nos anciens. Cela est vrai pour eux, mais aussi pour chacun des jeunes civils d'aujourd'hui. En effet, le devoir de mémoire, c'est aussi en quelque sorte le devoir de conscience. Et se demander aujourd'hui, à 18 ou à 20 ans, et si cela m'arrivait demain, que ferais-je? Quel serait mon engagement, ma place, mon rôle? Si vous doutez, dites-vous que la devise du général Leclerc était « Pour le service de la France, ne me dites pas que c'est impossible ». Vive les transmetteurs de Leclerc, vive la 2e brigade blindée et vive la France. Nous fêtons la libération de l'Alsace, et ce, notamment ici, à Wiversheim, avec l'ensemble de la population, et ce, pour honorer tous nos anciens combattants, et notamment ceux qui ont respecté le serment de Kufra, qui nous ont donné tellement de leçons de bravoure, d'héroïsme, de courage, mais aussi de dignité et d'humilité. Un soldat peut mourir 2 fois. Une première fois sur le champ de bataille, une deuxième fois quand on n'évoque plus son souvenir, quand on ne pense plus à lui. Eh bien, ici à Wiversheim, la municipalité a décidé de faire en sorte que nos soldats ne meurent pas 2 fois et de rendre hommage à tous ceux qui ont fait pour que vive et demeure une France digne de ce nom et pour que flotte à nouveau le drapeau sur la cathédrale de Strasbourg. Et en cette année où nous mettons en exergue le 80e anniversaire de la libération de l'Alsace, ayons également une pensée pour tous ces incorporés de force, pour tous ces jeunes Alsaciens qui furent arrachés à leurs familles, à leurs amis, qui durent endurer la faim, le froid, la peur et même la mort, et ce pour un uniforme qu'ils n'avaient pas choisi, et ce pour une armée dont ils ne voulaient pas. Et pourtant 50 000 d'entre eux ont laissé leur vie pour cette même armée, ce même uniforme dont ils ne voulaient pas. Oui, ayons une pensée cette année pour cette Alsace, elle qui fut l'objet de tant de conflits, elle pour qui tant de sang fut versé, elle qui, mieux qu'aucune autre région en France, connaît le prix de la paix. Ayons une pensée pour cette Alsace, elle qui n'a aucun doute sur son identité qui est alsacienne, elle qui n'a aucun doute sur sa fidélité qui est française, elle qui n'a aucun doute sur son idéal qui est européen. Oui, ayons aujourd'hui une pensée pour tous ces incorporés de force qui ont trop longtemps été oubliés dans nos manuels scolaires. Mais nous avons la chance aujourd'hui d'avoir avec nous les enfants qui ont accepté de laisser tomber un peu leur tablette, leur ordinateur, leurs jeux vidéo pour venir témoigner leur gratitude également à nos anciens combattants. Eh bien, permettez-moi de leur exprimer un très profond sentiment de reconnaissance. Et si aujourd'hui, l'heure est avant tout au souvenir, au recueillement, l'heure doit aussi être à ce présent et à cet avenir que nous voulons construire avec eux. Car si on peut comprendre la vie en regardant derrière nous, on ne peut la vivre qu'en regardant devant nous. Eh bien, chers enfants, nous comptons sur vous pour que vous préserviez cette paix si fragile à l'avenir. Et si un jour, certains étaient tentés de remettre en cause cette paix, hâtez-vous de leur rappeler toutes les atrocités de la guerre et surtout rappelez-leur ces cris de tous ces anciens combattants qui ont réussi à échapper à la mort sur les champs de bataille et qui en revenant ont dit « plus jamais ça, nous ne voulons plus jamais ça ».
Alors que vive la paix, que vive la République, que vive la France, que vive l'Alsace, que vive aussi ce que l'Alsace a de plus précieux. Je vais bien sûr parler du Kornsberg. Hier, avec des collègues sénateurs parlementaires, j'ai eu l'occasion et la fierté de pouvoir assister à la commémoration de la libération de Strasbourg. Le président a parlé des incorporés force, il a invoqué leur supplice et également a parlé de crimes de guerre à leur propos. De cet héritage douloureux, l'Alsace a cependant su faire une force. Ni tout à fait française, ni tout à fait allemande, elle a élancé ses racines de part et d'autre du Rhin afin de bâtir une identité propre, une identité européenne. À la faveur de la réconciliation, le déracinement a laissé place à un enracinement nouveau. De frontières, l'Alsace s'est faite trait d'union, réunissant dans sa culture le meilleur des ennemis d'hier. Car la paix est l'éternel, le plus noble et le plus beau des combats. Vive l'Alsace, vive la République et vive la France. Toutes les personnes qui ont pris la parole avant moi ont pu rappeler ce parcours incroyable. Ce parcours qui nous permet aujourd'hui d'être rassemblés, d'être ensemble, en paix. Les enfants, je m'adresse à vous. C'est vous qui allez devoir porter à présent la flamme qui est sur la borne. Vous avez peut-être suivi les Jeux Olympiques. Il y avait la torche qui passait de main en main, qui est passée dans toute la France. C'était le symbole de la paix, de l'olympisme. Eh bien, cette flamme, celle qui est sur la borne, c'est celle de la mémoire. Se rappeler qu'il y a très longtemps, des gens se sont battus pour que nous puissions être en paix. Et vous voyez, à côté de vous, les enfants, il y a des porte-drapeaux. Le drapeau demeure. Il passe de main en main. Et si vous regardez bien le visage de chacun des porte-drapeaux, eh bien, il y a des visages plus jeunes que d'autres. Parce qu'en tenant le drapeau, vous tenez la France et vous l'incarnez. Ça veut dire que vous devenez vivant dans la France. Alors, chers enfants, prenez bien cette mission. Cette mission, être des représentants de la paix pour que la guerre n'arrive plus. Et ça commence dans la cour de l'école, je crois, madame l'institutrice. Et rappelez-vous, à chaque fois que vous passerez devant la borne, que des gens se sont battus pour qu'on soit là, réunis, fièrement. Je vais dire vive la République, mais tous ensemble, d'une seule voix, nous crierons vive la France. Vive la République. Vive la France. Aux morts.
Bravo les enfants. Témoignage des villageois. Premier témoignage. Pierre Crumèche, alors âgé de 18 ans, domicilié au coin de la route de Bellenaille. Ma famille habitait dans la maison située au carrefour qui forme la route de Saverne avec celle menant à Bellenaille. Ce jour-là, mon père, qui était inspecteur des contributions directes, est parti comme d'habitude avec le tram de 7 heures pour se rendre à son bureau de l'avenue des Vosges. Déjà au loin, on entendait des grondements peu habituels. Ma grand-mère maternelle, Madame de Rieder, affirmait qu'au cours de la nuit, elle avait remarqué des véhicules aux phares soit allumés, soit camouflés, entrer dans la localité puis faire demi-tour. Après 8 heures, commença un impressionnant déferlement de véhicules blindés à travers le village. Pierre Crumège est un témoin direct de l'épisode de l'école et raconte. En fin de matinée, j'appris que le général Leclerc était à l'école. J'y courus et, en entrant dans la salle de classe, je vis le général entouré de son état-major, penché sur des cartes. Le général fit alors un signe de la main, voulant dire « Veuillez fermer la porte ». Après la conférence, le général se montra très agréable avec nous. Il se laissa photographier en notre compagnie, sur le perron de l'école, par Madeleine Vac. Je me suis permis de dire au général « Nous n'avons pas voisé dans le village avec des drapeaux français. N'est-ce pas trop risqué ?» Leclerc me répondit « Je pense que c'est un peu prématuré. Le corridor est très étroit. Restez prudents. » Témoignage numéro 2. Arthur Vac, domicilié 3 rue du village. Arthur se trouvait au grand carrefour, à l'entrée du village. Il raconte « Il pleuvait, on était trempés, mais on restait là, en admiration devant le matériel militaire qui passait sous nos yeux. En fin de matinée, je me résolus à rentrer chez moi. Devant notre ferme, je vis un grand nombre de jeeps. En entrant dans notre cour, j'aperçus devant la porte d'entrée une sentinelle qui m'interdisait l'accès de la maison. Défense d'entrée, le général est là. Leclerc était venu de Poitiers par le bas du village et je ne l'avais pas vu passer au carrefour. Je suis alors passée sur la porte arrière de la maison et dans le couloir, je fis un signe au planton. Je suis chez moi ici. Le général se trouvait dans la grande stube. Il était assis à la grande table et je l'ai vu écrire. Puis il me demanda si j'avais un plan de la ville de Strasbourg. Les Américains avaient pensé à tout, sauf à équiper la 2e DB en plan de Strasbourg, raconte aussi Jacques Granier. J'ai cherché dans le tiroir et j'ai fini par trouver un plan que je fis au général. Puis il nous demanda s'il pouvait avoir quelque chose à manger. Sans tarder, mon beau-frère Joseph Bosman, qui logeait chez nous, se précipita à la cuisine et prépara des œufs sur le plat. On offrit aussi une bonne bouteille de vin. Après le repas frugal, le général partit pour la salle de l'école où il réunit son état-major. Témoignage numéro 3. Joséphine Golf épouse Michel, domicilié 13 rue du village. Je me suis rendue dans le haut du village, croyant que la colonne des blindés ne passait que par la route de Saverne. Mais lorsque j'ai remarqué que les troupes venaient aussi par le bas du village, je suis vite retournée dans mon quartier. Parmi les soldats, se trouvant devant notre ferme, l'un d'entre eux, un Alsacien d'ailleurs, nous annonçait l'arrivée du général Leclerc. Ce dernier marchait avec sa canne en montant la rue du village. Notre voisin d'en face, Victor Stalter, distillateur à l'époque, bouteille à la main, offrait des petits verres aux hommes en uniforme. Quelqu'un lui fit remarquer. « Sais-tu à qui tu as versé du schnapps ?»« Nee, répond Victor. Au général Leclerc. Si j'avais su, j'aurais cherché une bouteille de kirsch, regrette Victor. Ces témoignages que vous avez récoltés, ça nous permet de vraiment comprendre ce qui s'est passé ce jour-là. Donc bravo pour votre travail et merci. Et comme ça, ils pourront raconter ils pourront raconter à leurs copains. Et quand ils sauront, voilà, ils pourront raconter, comme ce que vous avez dit tout à l'heure. Merci en tout cas, madame. Bravo pour votre travail. C'est très important. Ouais, c'est essentiel. Merci, Christine. Bravo.
à vous. Le poste, toujours. Monsieur le maire, c'est le Merci. Merci à vous. Merci, monsieur le maire. Merci. Il faut donner un coup de fouet. Il ramène.